Le débat de France 24, bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à Donald Trump, dont la bromance avec le fantasque Elon Musk semble prendre fin avec fracas. Pas forcément une surprise, on le verra. On s'interrogera aussi sur le bilan du président américain en matière de politique étrangère, droits de douane, Ukraine ou encore Gaza. Disons-le, les résultats sont à l'heure actuelle bien loin de ceux imaginés par le locataire de la Maison-Blanche. Pour en parler à mes côtés ce soir en plateau, Patricia Alémonière. Bonjour Patricia, grand reporter spécialiste des questions internationales. Je salue également Lex Paulson, bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, ancien conseiller pour la campagne présidentielle de Barack Obama. Vous étiez d'ailleurs sur ce plateau pour la spéciale Nuit américaine. Quelle nuit joyeuse. Il y a quelques mois, pas forcément du président Trump. Voilà, pas forcément le résultat que vous attendiez. Vous êtes également chercheur en intelligence collective à l'université Mohamed VI Polytechnique. Bonjour Bertrand Besancenot. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite. Et vous avez été l'envoyé spécial et conseiller d'Emmanuel Macron pour les pays du Golfe jusqu'en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Et nous sommes également en ligne avec Romuald Sciorra. Bonjour, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Vous êtes membre associé à l'Université du Québec à Montréal, auteur de L'Amérique éclatée, paru aux éditions Armand Collin en janvier 2025. On découvre votre ouvrage à l'antenne. C'est donc la fin d'une bromance, celle entre Donald Trump et Elon Musk. Pas forcément une surprise au vu du caractère explosif des deux hommes. Hier, l'ancien patron du département de l'efficacité gouvernementale n'a pas eu de mots assez durs pour critiquer la grande loi budgétaire du président américain. Divorce avec fracas donc. Avant de vous donner la parole, les images, les faits, c'est avec Mounia Benaïssa. Est-ce la fin de la bonne entente entre Donald Trump et Elon Musk? Sur son réseau social X, le milliardaire n'a pas hésité à tacler le méga-projet de loi budgétaire du président américain dans des termes sans équivoque. Je suis désolé, mais je n'en peux plus. Ce projet de loi de dépenses du Congrès, massif, scandaleux et bourré de cochonneries, est une abomination dégoûtante. Honte à ceux qui ont voté en sa faveur. Vous savez que vous avez mal agi. Vous le savez. Cela augmentera massivement le déficit budgétaire, déjà gigantesque, pour le porter à 2500 milliards de dollars et fera peser sur les citoyens américains une dette insoutenable. Une attaque virulente qui pourrait signer la fin de l'amitié entre le milliardaire et le président. Interrogé sur cette sortie d'Elon Musk, la porte-parole de la Maison-Blanche botte en touche. Le président connaît déjà la position d'Elon Musk sur ce projet de loi. Cela ne change pas l'opinion du président. C'est un grand et beau projet de loi et il s'y tient. Quelques jours auparavant, les deux hommes disaient se quitter en bons termes après la fin de la mission d'Elon Musk à la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Supprimant des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires et coupant à l'aveugle de nombreux budgets d'agences gouvernementales. Et incapable de tenir sa promesse de réduire de 1000 milliards de dollars la dépense américaine. L'homme le plus riche de l'histoire n'aurait en réalité réussi à économiser qu'entre 2 et 12 milliards de dollars selon les sources. Son départ de la politique n'est sans doute pas celui qu'il avait imaginé. Patricia, je me souviens, on en parlait ensemble sur ce plateau quand Elon Musk avait été nommé. Divorce prévisible ? Alors on avait dit effectivement à l'époque que c'était le choc de deux égos, hein, en quelque sorte, et que là, effectivement, on ne savait pas combien de temps allait durer ce mariage. Il a duré assez longtemps, il a duré jusqu'au bout finalement. Hein. Elon Musk a mis en place ce Doge. On va voir d'ailleurs s'il va survivre à la politique que va mener maintenant Donald Trump. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Elon Musk, en partant, alors il le met dans des termes qu'aucun de nous autour de cette table ne mettrait sur un message social, hein, dégoûtant, abominable, enfin des choses extrêmement... Dans la nuance, comme d'habitude. Dans la nuance, mais il pointe une vraie réalité, quoi. Enfin, la dette, la surcharge sur le budget américain et sur la dette américaine va être énorme. Alors, reste à savoir qu'est-ce que cela va entraîner comme conséquence, hein, parce qu'effectivement, il y a des coupes budgétaires, il y a aussi des réductions d'impôts qui vont peser très lourd, il y a aussi tout ce qui va peser sur les citoyens, j'ai envie de dire, les plus modestes, hein, comme les mesures sur la santé, les mesures, les hausses des prix qui sont quand même, dans un premier temps, qui risquent de venir. Donc, je crois qu'il pointe du doigt une vraie réalité, mais il le fait en des termes extravagants et en des termes clivants forcément. Mais il y a une inquiétude sur tous les marchés mondiaux par rapport à cette énormité du déficit américain qui est attendue. Patricia le disait, il pointe du doigt une réalité.
Oui, et c'est intéressant de voir, parce que j'ai travaillé aussi au Congrès américain, qu'il y a certains programmes qui sont vraiment dans le besoin des réformes profondes, des réformes structurelles. Il était possible que quelqu'un avec un regard externe comme Elon Musk pouvait porter des réformes structurantes dans certains programmes, y compris de l'aide internationale. J'ai participé dans plein de programmes où moi-même j'ai vu qu'il y avait des inefficiences, des choses à changer dans la structure de ces programmes-là. Mais il n'a pas fait ça avec, encore, vous avez dit le mot nuance, il n'a aucune capacité de comprendre les choses dans les détails, qu'il serait capable de réimaginer, de restructurer ces programmes. Il a juste voulu faire révolution, faire disruption. Donc c'était la mentalité californienne qui dit que la disruption, c'est une fin en soi. Si on peut disrupter les choses, forcément, on a fait quelque chose de bien. Et c'est là où, enfin, on doit faire à Washington autant d'amis qu'ennemis. Et Elon Musk n'a plus pu faire beaucoup d'amis. Il a réussi à faire beaucoup d'ennemis dans très peu de temps. Et c'est pour cela qu'il est plus dans la scène politique à Washington. Elon Musk et Donald Trump avaient des intérêts communs à s'allier, même temporairement. Qui s'est plus servi de l'autre ? Écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste de la politique intérieure américaine. Je constate qu'on a effectivement un concours de modération de nuances. Je méfie par définition des positions exagérées et des positions maximalistes. Je crois que l'un et l'autre ont pensé utiliser le voisin, si je puis dire. Le résultat n'est pas très probant, parce qu'effectivement, ceci a été dit, entre ce qui était annoncé et le résultat tel qu'il apparaît, il y a quand même une distance très importante. Et ce n'est pas le seul dossier dans lequel c'est le cas. Non, bien sûr. Et du côté du président Trump, il suffit de voir les annonces qu'il a faites dans le Golfe et ce à quoi on peut s'entendre en réalité. Donc on sait, si vous voulez, moi le jeu de théâtre, je m'en méfie toujours et je ne crois pas beaucoup au temps nouveau où tout sera différent. Donc par définition, je ne crois pas beaucoup ce genre de promesses. Donc, voilà. Romuald Sora, un mot aussi sur cette grande loi budgétaire. Elon Musk n'est pas le seul critique aux États-Unis. C'est où vous vivez ? Oui, bien évidemment, c'est un budget, tout ce qui vient d'être dit est juste. C'est un budget qui est critiquable sous de nombreux aspects. Mais pour revenir à Elon Musk et à son duo, à cette bromance dont vous parliez entre lui et le président américain, n'oublions pas, comme ça a déjà été mentionné, que Elon Musk n'est pas parti sur un coup d'éclat ou n'a pas été poussé vers la sortie, hein. Il était arrivé au terme de sa mission. Il part donc comme c'était plus ou moins prévu. Et surtout, dans le message qu'il a envoyé, il s'en prend, vous l'aurez remarqué, au Congrès. Hein. Il parle d'un budget voté par le Congrès. Il n'attaque pas frontalement le président. Donc je suis certain, à l'heure qu'il est, Elon Musk n'est pas dans une optique de s'en prendre personnellement à Donald Trump. Quant à Donald Trump, je parierais sur le fait qu'il demeurera assez paisible face aux attaques de Musk contre le budget, tout simplement parce que Donald Trump n'a aucune envie de se faire à 1 an et quelques mois des élections de mi-mandat un ennemi de quelqu'un qui a une puissance de frappe si considérable, puissance de frappe de X, etc., qui est donc entre les mains d'Elon Musk. Oui, alors je dirais 2 choses. Il y a quand même, c'est populaire de donner l'impression qu'on se débarrasse d'Elon Musk dans une partie de la population américaine qui a la même détestation que bon nombre de personnes en Europe d'Elon Musk. Donc il y a ça qui joue effectivement, je crois, pour que le président américain prenne une certaine distance. Mais d'un autre côté, Elon Musk, et ça votre interlocuteur effectivement l'a dit aux États-Unis, Elon Musk c'est une puissance financière. Et quand on commence, on s'approche des élections, qu'est-ce que font tous les démocrates et les républicains ? C'est la course à l'argent, la course aux donations. Et donc Elon Musk est un de ces personnages qui peut donner ou pas, parce qu'il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire, s'il allait donner ou s'il n'allait pas donner. Donc il a une force de frappe. Sauf que l'entrée d'Elon Musk par rapport aux autres oligarques qui financent des campagnes électorales aux États-Unis, il a maximisé son investissement en 2024 pour une raison très simple. Parce que c'est un homme d'affaires comme Trump, et les hommes d'affaires, ils cherchent 2 choses, l'argent et le statut. Et donc, il voulait s'enrichir par force d'avoir SpaceX et Tesla, ces 2 grandes entreprises, les contrats publics, etc. Et le deuxième, le statut qu'il cherche pour l'histoire, pour sa postérité, c'est être le premier homme sur la planète Mars.
on a vu que Trump, je crois que hier ou aujourd'hui, a renoncé à la nomination que Musk a voulu pour le NASA. Et cette disruption des autres départements gouvernementaux américains était une sorte de prétexte pour Musk de pouvoir réinvestir là où il pense que l'Amérique doit réinvestir, c'est pour envoyer les hommes dans les autres planètes. Et je vois que cette conviction de Musk était pas un grand succès. C'est-à-dire que si on voit des premiers 3 mois, Tesla, la valeur de son entreprise a baissé et les coupes budgétaires qu'il voulait pour pouvoir financer ses missions Rocketman n'ont pas encore aussi abouti non plus. Bertrand Besancenot, un commentaire sur ce qui vient d'être dit ? Non, je suis tout à fait d'accord, effectivement. C'est-à-dire, dans une campagne, on a besoin d'argent, on a besoin de communicants, mais en même temps, chacun jouera ses cartes et... Il va manquer Elon Musk à Donald Trump pour ses midterms ? C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Enfin, en tout cas, on verra bien. Je pense effectivement qu'il n'y aura pas de lutte directe pour les raisons qui ont été évoquées. Simplement, est-ce que le soutien sera celui auquel on pouvait s'attendre ? Ce n'est pas sûr. C'est ça le... Romuald de Siora, un dernier mot avant de passer au droit de douane. Oui, écoutez, non, je crois que tout a été dit. Trump ne peut pas se faire un ennemi d'Elon Musk. Il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi la puissance de frappe du réseau X. Mais à l'heure qu'il est, la vraie question est, comme votre invité vient de la poser, jusqu'où le soutien d'Elon Musk, si soutien il y a, pourra aller pour les midterms. Juin, c'est donc aujourd'hui que Donald Trump a décidé de relancer sa guerre commerciale sur l'acier et l'aluminium, sur taxes douanières qui vont passer de 25 à 50%. L'ex-Paulson, il a une autre stratégie en matière de politique. Il cite souvent McKinley. McKinley, il était revenu sur ses droits de douane, vu les effets néfastes sur l'économie américaine. Ouais, et il faut dire que le narratif que cette mondialisation et de libéralisation des marchés d'échange ont mal servi les États-Unis et certainement certaines populations dans les zones industrielles. C'est pas faux. C'est-à-dire que à la base, la conviction qu'il faut réindustrialiser, c'était ça qui faisait partie du soutien de Donald Trump au niveau électoral. Que les élites à Washington, en Californie, ont libéralisé les marchés d'échange pour favoriser les élites et pour défavoriser les vrais Américains. Le problème, c'est que son levier pour remonter dans le temps, on n'est plus dans un système où de passer de 25% à 50% pour les droits de douane pour l'acier va tout d'un coup réindustrialiser l'industrie d'acier aux États-Unis. J'ai lu aujourd'hui que même l'industrie automotive dépend des importations qui viennent de l'Europe. Donc, c'est-à-dire que on va aider certaines industries américaines en punissant d'autres industries américaines. C'est-à-dire que cet instrument de droit de douane est beaucoup moins stratégique et moins efficace qu'il est prétend. Et c'est pour ça que, encore une fois, ce sera plutôt pour la publicité et pas pour les vrais effets sur l'économie. Pourquoi il s'obstine ? Je pense qu'en réalité, il vit un peu dans un monde virtuel. En plus, il a par ailleurs une ignorance crasse des réalités internationales, par exemple. Et donc, effectivement, ça fait quand même beaucoup de facteurs. Je pense qu'il n'avait pas du tout prévu, par exemple, la réaction de la Chine, une réaction finalement très posée, préparée, et qui montre que la Chine a des moyens de rétorsion importants dont les États-Unis ne peuvent pas ne pas tenir compte. Il pensait vraiment que la Chine allait se coucher ? Je pense. Je pense aussi qu'il pensait que les Européens étaient nuls. Bon, les Européens, je ne dis pas qu'ils soient brillants, mais en tout cas, ils s'organisent et ils ont visiblement préparé quand même, eux aussi, la réponse. On voit l'économie américaine qui, elle, ralentit. Et puis, comme ceci vient d'être dit, moi, je ne crois pas beaucoup, si vous voulez, aux solutions miracles. Donc, je veux dire, quand on vit dans un monde virtuel, de temps en temps, le monde réel réapparaît. Oui, on est dans un monde totalement imbriqué. C'est ça la mondialisation. Oui, exactement. Et c'est ça la différence avec la période McKinley. Et c'est ça, les recettes de McKinley ne peuvent pas s'appliquer aujourd'hui. On est dans un monde qui a cru que la mondialisation allait permettre l'épanouissement, j'ai envie de dire, de l'économie. Une croissance maximum, que toutes les entreprises de part et d'autre allaient en bénéficier. Quand vous voyez qu'une automobile américaine passe 3-4 fois avant d'être finie la douane entre le Mexique, le Canada, etc. Et parfois plus. Et parfois plus. Donc, vous comprenez très bien que ces mesures sont, à court terme en tout cas, peuvent être préjudiciables. Et puis, en fait, aussi une autre donnée auquel on ne pense pas, les ouvriers,
ce sont des gens qui sont qualifiés, ceux qui travaillaient dans l'acier. Où sont-ils aujourd'hui? Ils ont tous été mis au chômage. Où on est passé de 200 000 à 50 000. Enfin, je n'ai pas. Ils se sont reconvertis. Ils se sont reconvertis. Donc, ils ont perdu leur savoir-faire. On ne fabrique pas des gens, des ouvriers spécialisés comme ça. Ouais. Donc, main-d'œuvre qui manque, main-d'œuvre plus chère que celle de la Chine, forcément. Donc, et en plus, reconstruire, enfin, pas pousser des usines du sol comme ça. On n'est pas en Chine. La Chine en est capable, pas forcément les États-Unis. Donc, tout ça, je crois, ce n'est pas pris en compte, effectivement, comme vous le dites, dans la mentalité trumpiste. Et puis, on ne parle pas des métaux rares et de tout le reste. Et en outre, les industries qui étaient en pleine croissance, comme les nouvelles batteries, l'industrie solaire, etc., Trump est contre tout ça. Donc, c'est-à-dire que pour réindustrialiser le pays, Biden, il avait la bonne idée, il est peut-être moins efficace, mais il avait la bonne idée qu'il y a des industries de l'avenir qu'il faut réinvestir si on cherche de donner cette prospérité aux zones reculées des États-Unis. Mais Trump, tout ce que Obama et Biden ont fait, il veut faire le contraire, même si c'est pas bien pour ses propres électeurs. Romuald de Siora, on a aussi entendu ces coups de gueule des patrons américains. Pour eux, ce sont eux qui payent et pas du tout la Chine, comme annoncé par Donald Trump. Ça, c'est un élément important. Bien évidemment, et il n'y a pas que le coup de gueule des patrons américains, il y a aussi le coup de gueule de certains proches de Donald Trump. On sait que le vice-président J.D. Vance n'est plus totalement sur la même ligne que Donald Trump, qui s'obstine. Suzy Wiles, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, d'après ce que j'ai cru comprendre, s'alignerait plus sur J.D. Vance. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette administration, parce qu'on parle trop de Donald Trump, il faut vraiment parler d'un groupe d'individus arrivés au pouvoir le 25 janvier, ont 3 objectifs pour les États-Unis, pour la politique intérieure. Restructurer l'État fédéral, mener une contre-révolution culturelle anti-woke, comme ils disent, et centraliser un maximum de pouvoir entre les mains du locataire de la Maison-Blanche, afin de créer un régime semi-autoritaire ou quelque chose comme cela. Et ce que Trump a fait, cette guerre économique à tout va, effectivement a l'effet inverse sur l'économie américaine. Et aujourd'hui, la base MAGA elle-même commence à douter de son chef. Et donc, ces grands projets de restructuration pour l'Amérique, de contre-révolution culturelle, etc., aujourd'hui sont mis à risque de par l'obstination de Trump. Donc, coup de gueule des patrons, des grands patrons américains, oui, mais aussi d'une partie de l'entourage du président. Oui, même c'est hier, je crois, que Donald Trump est allé rencontrer à Pittsburgh les ouvriers de l'acier parce qu'il leur avait promis durant la campagne que leur entreprise ne serait pas rachetée par les Japonais. Et voilà pas qu'il a changé d'avis, parce qu'il se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. S'il ne veut pas financer l'acier américain, il faut bien que quelqu'un finance. Et comme le Japonais est en position de force et veut gagner, il profite de l'aubaine, etc. Alors il s'est sorti en disant nous garderons notre indépendance et la mainmise sur l'acier américain en étant un droit de supervision sur cette entreprise japonaise. Néanmoins, il change complètement de braquet et donc, sa base peut être applaudie à ce changement de braquet, mais en tout cas, elle peut s'étonner de voir sans arrêt que le président, finalement, la réalité le rattrape et il change d'idée. Et il y a une réalité qui le rattrape aussi, c'est celle en Ukraine. Évidemment, toujours pas de paix, toujours pas de cessez-le-feu. C'est peu dire que les résultats ne sont pas à la hauteur de ses espérances. On voit bien, Vladimir Poutine, il mène en bateau Donald Trump. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable passage à vide de la diplomatie du président Trump, parce qu'en réalité, pour un faiseur de paix, quand on regarde les résultats tels qu'ils sont aujourd'hui, Poutine ne veut pas du tout de la paix, Netanyahou ne veut pas de la paix, les négociations avec l'Iran patinent, et on a évoqué la question commerciale qui ne donne pas les résultats escomptés. Donc, d'une façon générale, aujourd'hui, on a l'impression que des objectifs tels qu'ils étaient présentés, finalement, ne sont arrivés à aucun résultat. Si on devait résumer ses bons points depuis sa prise de pouvoir le 20 janvier, vous diriez quoi ? Non, alors, ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est un homme qui n'aime pas la guerre et qui préfère la négociation. Sur ce point-là, on peut naturellement le rejoindre. Bon, le problème, c'est qu'il a une vision des choses qui n'est pas très réaliste. Il réagit surtout en homme d'affaires, pensant qu'effectivement, il faut d'abord commencer par désarçonner la personne en face pour ensuite obtenir de lui le meilleur deal. Mais ça ne fonctionne pas réellement comme ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous prenez un à un les différents dossiers. Vous regardez en Ukraine, eh bien, le président Poutine, lui, finalement, est toujours dans ses rêves impériaux. Il n'a nullement l'intention de lâcher. Il empêche
poche les cadeaux qui lui ont été faits. Et donc, si vous voulez, je ne sais pas comment réagira in fine le président Trump, mais en tout cas, ça ne marche pas. C'est pareil, si vous voulez, en Israël, enfin la crise de Gaza, où finalement, il y a de temps en temps un haussement de ton, mais ce n'est suivi d'aucune mesure qui soit en mesure, en tout cas, de persuader le Premier ministre israélien de changer de politique. Bon, et quant à la Chine, elle a une vision du monde qui est différente sur le long terme, donc elle ne s'affole pas. Elle attend de voir finalement la personne d'en face s'empêtrer dans ses rêves de Tintin. Et puis voilà, je veux dire, c'est ça la réalité aujourd'hui. Sur l'Ukraine, il va s'agacer vraiment un jour, Donald Trump, des atermoiements, c'est un euphémisme de Vladimir Poutine. On a dit beaucoup de choses sur l'Ukraine. On a dit qu'il pouvait s'éloigner, claquer la porte, garder un deal direct USA-Russie, ne serait-ce pour les questions économiques. On ne sait pas. Effectivement, il veut la paix. C'est une épine dans son pied, cette question ukrainienne, puisque par rapport à sa population et son électorat, il avait dit qu'il réglerait l'affaire très vite. C'est assez difficile de savoir ce qu'il veut faire. Il a une fascination, en tout cas pour les hommes forts, on le sait. Donc Poutine est un homme fort, mais on a affaire à deux logiques. L'un travaille en temps court, qui est Donald Trump, en temps très réduit. Il veut des accords rapides, il veut aller vite. La preuve, il signe un décret par jour. Et on a en face de lui quelqu'un qui travaille totalement dans le temps long et qui ne démord pas de sa stratégie. Donc là où Donald Trump, au niveau stratégique, on a une certaine difficulté. Mis à part sa volonté de faire la paix et de faire des deals économiques, on a du mal à avoir une vision du monde à plus long terme. Bon, si vous me permettez, j'ajouterai juste un point à cela. Donald Trump, je pense, est persuadé qu'il arrivera à dissocier la Russie de la Chine, puisque l'objectif premier chez lui, c'est naturellement la compétition avec la Chine. Et donc, il a pour objectif d'essayer de dissocier. Se rapprocher de la Russie pour l'éloigner de la Chine. Oui, exactement. Simplement, le président Poutine est quelqu'un qui est peut-être un extrémiste, mais enfin, ça ne l'empêche pas de voir certaines réalités. Et donc, il n'a aucune envie de se lier les mains avec quelqu'un comme M. Trump, qui change aussi facilement d'avis et qui, par ailleurs, d'ici un an et demi, n'aura peut-être plus les mêmes pouvoirs. Donc, si vous voulez, je crois que le rêve de Trump de dissocier la Russie de la Chine est une illusion de plus. Je crois que le jour où il y a eu la grande fête nationale le 9 mai, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, il a perdu ses illusions ce jour-là. Le seul point de désaccord que j'aurais, c'est je crois que cette affaire en Ukraine, ça n'a rien à voir avec les promesses qu'il a fait dans la campagne électorale, parce que les électeurs de Trump, ils s'en fichent royalement de la politique étrangère. Vraiment, s'il dit le contraire, oui, je veux me débarrasser de cette affaire, les électeurs de Trump, ils vont pas être agacés du tout. Ils ont voté pour des raisons économiques, pour des raisons sociétales également. Et surtout pour le narratif de America First, de nous d'abord. America Only. Exactement. Et donc, si Trump dit que, en fait, ce qui se passe en Ukraine, ça ne nous concerne pas, les électeurs de Trump, ils vont pas être vexés par cela. En revanche, je crois que Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime les deals pour la valeur des deals. Et si, en faisant de la paix en Ukraine, il peut conforter cette image qu'il a de lui-même, de quelqu'un qui est l'art de négocier les deals, et en outre être candidat pour le prix de paix Nobel. C'est ça pour lui. Il y a deux choses qu'il n'a pas encore fait dans sa carrière, d'avoir le prix Nobel et d'être élu pape. Maintenant, un Américain qui est au Vatican, donc ce ne sera pas Trump, mais le prix Nobel, c'est encore, je crois, dans ce rêve, beaucoup plus que, à mon avis, ce que les électeurs veulent à Kiev ou à Moscou. Romuald Sura, intéressant ce que nous dit l'ex-Paulson, ce manque de résultats de Donald Trump, notamment sur le dossier ukrainien. On commence à lui en tenir rigueur dans l'opinion publique là-bas, notamment dans sa base conservatrice. Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Paulson. Par contre, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit concernant la Chine et la Russie. Trump ne réussira évidemment pas à dissocier la Russie de la Chine. Trump a fait comme promesse de campagne principale concernant l'international la paix en Ukraine. Et même si en grande partie son électorat le suivra toujours, c'est un homme, enfin comme vous le savez, qui a un orgueil
très important, et il voudra prouver qu'il avait raison et qu'il est celui qui pourra mettre un terme à la guerre en Ukraine. Donc je pense que son rapport à son électorat joue beaucoup sur ce dossier, mais c'est effectivement pas l'enjeu principal. Néanmoins, Trump vient de faire une déclaration. Il s'est entretenu avec Poutine ce matin et il vient de déclarer, il y a 1 heure à peu près, que la paix n'aurait pas lieu tout prochainement. Et cela parce que, je cite Trump, le président Poutine en veut aux Ukrainiens après les attaques répétées contre les navires russes ces derniers jours. Donc il faut quand même garder à l'esprit que Trump ne s'en prend jamais, alors qu'on sait qu'il peut être incendier ses interlocuteurs, insulter les gens. Il ne s'en prend jamais véritablement frontalement et violemment à Poutine. Et ce coup-ci encore, du moins si on se base sur sa dernière déclaration, c'est encore la faute du méchant Zelensky qui a poussé Poutine à contre-attaquer. Bref, je pense que Trump fera tout pour obtenir cette paix, et je fais partie de ceux qui parient sur le fait qu'il l'obtiendra avant l'été ou au plus tard en septembre-octobre pour plusieurs raisons. La Russie ne pourra pas continuer cette guerre infiniment. Poutine est en train d'essayer de gagner un maximum de ce qu'il peut encore gagner. Zelensky ne pourra pas non plus continuer indéfiniment, et Trump va vraiment mettre la pression pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Bon, on commence à en avoir l'habitude, mais depuis le 20 janvier, que les États-Unis reprennent les positions pro-russes, ça fait quand même un peu bizarre. Tout à fait. Non, ce que je crois, je suis assez d'accord sur le fait qu'il va essayer d'obtenir un cessez-le-feu. Un accord de paix, certainement pas. Un cessez-le-feu, oui. Mais je crois que depuis le début, se présentant comme un faiseur de paix, en réalité, il veut dire qu'il est capable d'obtenir des cessez-le-feu, que ce soit d'ailleurs en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. Mais il n'a pas la moindre idée de ce que peut être un accord de paix. Et donc, effectivement, ce n'est pas très surprenant qu'on n'aille pas au-delà de l'accord de paix. Je voudrais quand même venir un peu aussi sur le Moyen-Orient, parce que bon, on allait y venir. Ah bon, alors très bien. C'est parfait, la transition est toute trouvée. C'est parfait. Non, là aussi, je pense qu'il se fait des illusions. Par exemple, vis-à-vis de l'Iran, le fait qu'il préfère négocier plutôt qu'avoir des bombardements israéliens sur les installations nucléaires iraniennes est plutôt une bonne chose. Et en tout cas, les pays de la région le souhaitent également. Simplement, s'imaginer qu'il pourra obtenir un zéro d'enrichissement de l'uranium des Iraniens, c'est une illusion totale. Et donc, ça dépend de ce que vous fixez comme objectif. Alors, est-ce qu'on en est simplement à la phase où on met la barre très haut avant d'obtenir quelque chose de différent ? C'est possible. Mais en tout cas, pour le moment, les négociations patinent précisément sur cet aspect-là, alors qu'il y a toute une série d'autres aspects qui pourraient parfaitement être négociés. De même, vis-à-vis des pays du Golfe, il a fait une visite réussie dans les différents pays du Golfe, où effectivement, il leur a raconté ce qu'il voulait entendre. Bon, cela étant, s'il s'imagine qu'il va obtenir les contrats qu'il a évoqués, quand il a évoqué 3 000 ou 4 000 milliards de dollars, je rappelle que le PIB de l'Arabie saoudite fait 1 000 milliards. Donc, il y a quelque part une faute dans le raisonnement. Bon. Donc, si vous voulez, les gens en face, et je pense aux pays du Golfe, ont appris à jouer avec lui. Donc, ils savent très bien ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut dire, mais ils auront une relation transactionnelle. Et ils l'ont dit très clairement, d'ailleurs. Vous voulez que l'on normalise avec Israël ? Très bien. Mais dans ce cas-là, il faut que vous acceptiez effectivement un État palestinien. Donc on est, si vous voulez, dans ce genre de négociations. Et vis-à-vis de l'Iran, pour terminer là-dessus, le problème, c'est que les Iraniens sont en général d'excellents négociateurs. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Alors que du côté américain, le moins qu'on puisse dire, c'est que ceux qui négocient n'ont pas beaucoup d'expérience en la matière et ne sont pas si bons que ça. C'est la politique de l'illusion constante. Oui, alors que les Américains ont les moyens, en tout cas vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis du gouvernement israélien, de ramener un peu plus de modération dans ces deux politiques. Vraiment ? Ah bah oui, vis-à-vis des autorités israéliennes, ils ont l'arme de l'armement, et vis-à-vis des autorités russes, ils ont l'arme massive quand même si on doute de leur efficacité, mais on peut faire des sanctions beaucoup plus efficaces que celles qu'ils ne sont aujourd'hui en cours. Donc, et en même temps, s'il coupait le robinet aux Israéliens, ça aurait un impact sur mais bien sûr, mais je veux dire, son électorat. S'il veut pousser et vraiment réussir des choses, il a effectivement des moyens, et c'est bien le seul. Ouais. J'ai envie de dire. Et c'est ça qui est important. L'avantage de Trump, c'est qu'il a quand même donné un coup de pied dans la fourmilière. Il nous fait sortir des mécanismes de pensée classiques. Et il nous force à réfléchir, ne serait-ce que pour revenir sur le Proche-Orient. Quand on parle de la création de 2 États,
C'est une idée qui dure depuis 1947, depuis la création pratiquement d'Israël. Et personne n'a réfléchi à la faisabilité du mécanisme nécessaire pour la création de 2 États. Là, en mettant le coup de pied dans la fourmilière, en annonçant une Riviera, il force un peu les individus à dire, mais on parle de 2 États, mais comment y arriver concrètement, pratiquement? Donc, si vous voulez, cette politique très disruptive elle pourrait avoir un avantage, c'est d'essayer de nous faire penser un peu différemment. D'accord avec l'analyse de Patricia Lexpolson? Oui, plutôt oui. Et il faut dire que je ne suis pas dans l'habitude de dire des choses positives sur la politique étrangère de Trump, mais il faut le dire que la seule chose positive, c'est que Donald Trump, à la base, c'est pas un idéologue. C'est pas quelqu'un qui cherche de promouvoir des valeurs. Il n'a pas de valeurs. Les valeurs, c'est l'argent et le statut. Et il est entertainer et un homme d'affaires. Et ça pose certains avantages quand il s'agit de trouver des solutions pragmatiques aux problèmes. Comme Patricia venait de dire, le problème, c'est le manque de capacité dans le département d'État pour comprendre les nuances de la chose. Mais à l'apparence, Marco Rubio et Steve Witkoff, les 2 principaux négociateurs pour le gouvernement américain, sont des personnes, je dirais, les plus sérieux parmi tous ces dramatis personae du gouvernement Trump. Ils ont réussi, peut-être, à déescaler la situation en Inde, entre Inde et Pakistan. Ils, maintenant, sont en train de négocier. Il y a de nouvelles idées qui sortent par rapport à l'Iran. Ils ont enlevé des sanctions contre la Syrie. Quand même, il y a des choses positives, mais par rapport à l'Israël et par rapport à la Russie, on n'a pas le levier. C'est-à-dire, les leviers qu'on a sur Netanyahou, Donald Trump n'est pas du tout volontaire pour les utiliser. Et on a presque plus de levier sur Poutine, sauf d'envoyer plus d'armes en Ukraine. Parce que c'est le seul langage que Poutine va comprendre, c'est le rapport de force sur le terrain de bataille. Romuald de Siora, juste un commentaire sur ce qui vient d'être dit avant de donner la parole à Bertrand Besancenot. Écoutez, non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Juste noter quand même que l'opinion américaine est un petit peu en train d'être de plus en plus sensible à ce qui se passe à Gaza. Si on regarde la télé ici tous les jours, on voit de plus en plus de couverture de la tragédie que vivent chaque jour les Gazaouis. Donc il pourrait y avoir via cela une inflexion sur la politique du président à l'égard de Netanyahou. Ça ne serait pas impossible selon moi. Bertrand Besancenot, vous vouliez intervenir? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'effectivement, on peut lui reconnaître le mérite de faire bouger les choses et d'obliger les gens réellement à réfléchir, à essayer de trouver de nouvelles solutions. Et deuxièmement, je suis également d'accord avec le fait qu'il est le seul, en réalité, que ce soit dans le dossier ukrainien ou sur le Moyen-Orient, à avoir les moyens de pression sur les interlocuteurs. Bon, le problème, c'est que faire bouger les choses, c'est parfait, à condition d'être capable de proposer quelque chose. Bon, c'est là où le bas blesse. Et c'est là où le bas blesse. Donc, je le disais, il peut inciter à faire des cessez-le-feu, mais il n'a aucune idée de ce que peut être un accord de paix. Sans aucune garantie, évidemment, que Vladimir Poutine le respecte. Oui, bien sûr, en plus. Et même, regardez, par exemple, la bonne mesure qui a été prise vis-à-vis de la Syrie, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est vraiment MBS, enfin le prince héritier saoudien, qui a obtenu ça de lui. Bon, donc si vous voulez, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que c'est très bien de faire bouger les choses, mais encore faut-il, surtout quand on en a les moyens, de les faire aboutir. Et d'autre part, il a en face de lui soit des gens qui sont des dictateurs sans scrupules et qui surtout ont le temps devant eux alors que lui ne l'a pas. Et ces dictateurs le savent. Donc je veux dire, c'est ça le problème. Ils sont là pendant 20 ans et lui, il n'aura pas le même pouvoir. Exactement. 18 mois. Donc ils peuvent profiter des maladresses de cette administration. C'est bien ce qu'il regrette d'ailleurs, de ne pas avoir du temps. Il aimerait bien en avoir plus, mais ça, je pense qu'il a émis la possibilité d'un éventuel 3e mandat, on n'en est pas encore là? Non, mais on est encore dans le monde virtuel. Voilà. Ouais, sauf que je crois que ces tentatives d'affaiblir systématiquement les contre-pouvoirs aux États-Unis, peut-être lui-même, à son âge, il n'est pas capable de démolir ces traditions de mandat, les limites de mandat aux États-Unis, mais en termes de cette contre-pouvoir, on est de moins en moins capable s'il y a J.D. Vance ou quelqu'un qui va suivre, de garder nos traditions et nos normes, seront beaucoup plus faibles à cause des actions de cette administration. Romuald de Siora.
Non, non, juste pour corroborer ce qui vient d'être dit, nous assistons à une attaque frontale contre les contre-pouvoirs, contre la démocratie américaine. Mais tout ça fait partie d'une vague qui trouve ses racines dans les années 90 avec la montée de cette ultra-droite qui est cette fois-ci arrivée au pouvoir. Elle n'était pas au pouvoir véritablement en 2017 avec Donald Trump. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'attirais votre attention en disant oui, il faut bien sûr parler de Trump, il est central. Mais oui, ce coup-ci, on parle vraiment d'une équipe, d'une Ouais, c'est le famille, mouvement. entre guillemets, politique qui a accédé au pouvoir. Et quand on dit que les pouvoirs de Trump ne seront peut-être plus les mêmes d'ici 18 mois, n'oublions pas aujourd'hui toutes les menaces qui planent sur les élections de mi-mandat. Elles auront lieu, évidemment, mais on sait des attaques déjà qui peuvent avoir lieu contre certaines modalités de vote, contre la restructuration de cartes électorales, la désinformation, etc., etc. Je ne parierai pas sur une défaite en novembre 2026, bien que normalement il soit traditionnel pour le parti au pouvoir de perdre les élections de mi-mandat. Non, mais c'est-à-dire le problème de fond, c'est que malheureusement, vous l'avez dit, il y a une radicalisation de la droite qui est ancienne, mais vous avez également une radicalisation de la gauche avec le phénomène wokiste, qui est une évidence, et qui montre justement au sein de la société américaine cette déchirure qui n'existait pas autrefois. Et ça, c'est inquiétant, et c'est un élément d'incertitude, bon, d'abord pour la démocratie américaine, mais surtout mais également pour tous ses partenaires. Et quand on parle de politique étrangère, eh bien, c'est un des problèmes essentiels. Quand la première puissance du monde est imprévisible, c'est extrêmement embarrassant pour les autres. Ça fait plusieurs élections qu'à chaque fois on répète le pays est plus divisé que jamais. On l'avait répété en 2016, en 2020, en 2024. Quelle est la réalité? Ouais, sauf que je ne veux pas dire que les actions de l'administration Obama ni Biden étaient tachées par cette gauche radicale. Je crois que Biden et Obama, en revanche, ils étaient attaqués pour être trop modérés. Peut-être dans la politique interne par rapport à l'immigration, je suis d'accord que l'aile gauche du Parti démocrate empêcher l'administration Biden de un peu se protéger contre les attaques de Trump dans la période avant les élections. Mais dans la politique étrangère, la politique économique, je crois que il y a un centre dans la classe politique américaine qui reste solide, sauf que il faut que ce système de contre-pouvoir, les journaux, les tribunaux indépendants, les universités jouent leur rôle traditionnel pour soutenir la santé du système politique américain. Et c'est ça qui est vraiment menacé par cette arrivée au pouvoir, comme M. Sciorra a dit, pas seulement de Trump, mais le mouvement derrière, le mouvement radical, autoritaire, je dirais, pseudo-autoritaire, crypto-autoritaire derrière Trump, qui ne veut pas le dissensus, qui ne veut pas la recherche ouverte, la liberté de parole, qui veut la centralisation du pouvoir autour d'un homme fort. C'est le réalisme économique qui sauvera peut-être les États-Unis. Peut-être. Oui. L'enjeu, si on se place à court terme, c'est-à-dire aux prochaines élections, l'enjeu, c'est le cœur, c'est ces fameux électeurs indépendants qui choisissent tout à fait au dernier moment. Et là, qui ont rejoint en fait le cœur MAGA, qui est complètement différent, qui lui est très idéologisé dans une droite qui remonte effectivement à bien plus d'une dizaine d'années. Et qui peut-être c'est 25 ou 30%. Donc c'est 30%, c'est majeur. Et ces gens-là ont basculé en partie du côté Trump. Comment? Et pour des raisons économiques essentiellement. Parce qu'ils ont cru au discours et aussi culturel, mais je suis moins sensible à ça. Je pense que c'est essentiellement très, très économique et social. Et là, qu'est-ce qui va se passer là? Et c'est l'enjeu de l'année qui va se passer. Et je pense que tout ce qui est politique étrangère, tout ça, sera beaucoup moins important et donc là, les droits de douane, la bataille qui se passe sur le commerce et sur le dollar, parce qu'on n'a pas parlé du dollar, mais la chute du dollar est très importante. Tout ce qui se passe là, eh bien, ça va impacter ces 30%, et c'est ces gens-là qui feront l'élection de demain. Romuald Sciorra, on peut imaginer qu'à l'approche de ces midterms, Donald Trump, pour des raisons électoralistes, il change 2-3 choses dans sa politique? Non, je ne pense pas. Et pour revenir sur ce qui vient d'être dit, il ne faut pas négliger l'aspect culturel. Il est peut-être même plus important
Les que l'aspect 30%. économique aujourd'hui aux États-Unis. C'est le cœur de ma recherche, et on peut vraiment parler de guerre civile culturelle larvée Extrême. ici aux Très États-Unis. extrême. L'Amérique n'a jamais été autant polarisée. Alors bien évidemment, c'est une expression, un mot que l'on utilise à chaque fois depuis 20-30 ans, mais c'est tout simplement que c'est en train de monter depuis 20-30 ans. L'Amérique est affaiblie institutionnellement sur le plan intérieur, économiquement, et c'est là où effectivement, oui, l'économie joue un rôle évidemment majeur, mais elle n'a jamais été autant culturellement, civilisationnellement divisée. Il n'y a plus grand-chose en commun à un moment où le credo américain ne répond plus vraiment aux attentes d'aujourd'hui entre un habitant de la Bible Belt et certains habitants de Californie. Donc non, le pays n'a jamais été autant divisé. Et pour répondre à votre question, est-ce que Trump aura une politique différente à la Porsche des midterms? Oui, peut-être qu'il essaiera de flatter un peu plus son électorat, mais il n'ira pas vers le centre. Je pense qu'il ira plutôt vers la radicalisation. Guerre civile culturelle, il a raison, Romuald Seurat? Malheureusement, on en est sur le chemin, apparemment. Simplement, je pense qu'à l'approche des élections, Monsieur Trump est quelqu'un qui jugera en grande partie sur des critères économiques parce qu'il voudra satisfaire son électorat. Simplement, en attendant, j'espère que nous, Européens, serons intelligents pour profiter de cette période où effectivement les Américains se cherchent pour essayer d'attirer justement dans nos universités, puisqu'on parle de culture, les bons éléments et que nous saurons prendre les bonnes mesures. Les Chinois, on le voit, se sont préparés et agissent intelligemment. Espérons que les Européens sauront en faire autant. C'est une opportunité pour les autres, c'est intéressant ce qu'on entend. Oui, effectivement, faut-il encore qu'on ait les moyens de les séduire par un niveau de vie et des salaires suffisants, parce nous avons du vin et du fromage. À quel point les salaires et le niveau de vie aux États-Unis n'a rien à voir. En tout cas, les candidatures arrivent en masse, notamment dans les entreprises, dans les universités. Les candidatures arrivent. Mais je crois que ce clivage dont on vient de parler entre les mégas et les wokistes, on va tout à fait simplifier, nous interpelle, nous, justement, en Europe, parce qu'ils nous menacent. Parce qu'on a bien vu les déclarations de J.D. Vance à notre rencontre. On voit bien, on parle de l'influence russe, et bien on pourrait aussi parler de l'influence américaine sur tous les réseaux, etc. Donc nous sommes directement interpellés par cette menace. Je reste toujours certaine qu'il y a une catégorie d'Américains du centre moyen qui n'est pas qui n'est pas clivée encore aujourd'hui. Et c'est déjà la fin de ce débat, c'est passé beaucoup trop vite. Merci beaucoup Bertrand Besancenot, merci Patricia, merci Lex Paulson, merci également Romuald Seurat, vous interveniez depuis New York, merci beaucoup à vous. L'info continue bien sûr sur France 24 et en direct.